Alors, je suis le docteur Élise Bonnet, je suis oncologue médicale spécialisée surtout en scénologie. Je travaille au centre Léon Bérard de Lyon et je travaille également à la clinique mutualiste à Grenoble. Alors, pour ce qui est des cancers du sein, donc il y a plusieurs classifications qui existent, mais globalement, celle qu'on peut retenir, c'est celle qui va un peu définir les traitements. Donc globalement, les cancers du sein, on les divise en 3 catégories. Une catégorie qui représente environ 70% des cancers du sein, qui sont les cancers du sein hormonodépendants. Donc ce sont des cancers du sein qui expriment les récepteurs aux hormones, qui sont la progestérone et les œstrogènes. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui représente environ 10-15%, qui sont les carcinomes qu'on appelle HER2 amplifiés. Donc HER2, c'est un autre marqueur qui peut être amplifié, donc qui rend le cancer en général plus agressif. Et une troisième catégorie qu'on appelle les cancers du sein triple négatifs parce qu'ils n'expriment ni les récepteurs aux hormones, ni le HER2. Et donc là, c'est plutôt une troisième catégorie qui est plutôt en fait finalement assez hétérogène dans ce cas, donc qu'on essaie de définir un peu mieux grâce à la recherche notamment. Oui. Donc pour les cancers du sein, déjà le premier biomarqueur, c'est quand même ce sont les récepteurs hormonaux, parce qu'on sait que les cancers qui expriment les récepteurs hormonaux sont très sensibles à l'hormonothérapie, donc ce qui est finalement le traitement principal des cancers du sein hormonodépendants. Pour les cancers du sein HER2 amplifiés, on a des anticorps et des traitements ciblés qui ont été développés pour justement cibler le HER2 et qui sont également très efficaces. Dans ce cadre-là, il faut savoir aussi que parfois les cancers du sein sont à la fois HER2 amplifiés et récepteurs hormonaux exprimés, donc on peut même coupler les médicaments anti-HER2 et l'hormonothérapie. Et en dernier lieu, pour les cancers du sein triple négatif, malheureusement on n'a pas de cible particulière, donc le traitement repose surtout sur de la chimiothérapie, auquel parfois on peut rajouter des thérapies ciblées comme l'immunothérapie ou des traitements anti-angiogéniques intraveineux, mais ça reste quand même globalement de la chimiothérapie. Donc il faut savoir que globalement, on considère qu'environ 2 à 5% des cancers du sein sont d'origine génétique, donc génétique ça veut dire avec un facteur de risque héréditaire, et ça peut monter jusqu'à 15% dans la sous-catégorie des cancers du sein triple négatifs. Donc ces mutations, le plus souvent, c'est les mutations des gènes BRCA1, BRCA2, qui sont recherchées lors d'une consultation en oncogénétique, qui permet de faire un point sur la famille, et du coup de rechercher ces deux gènes qui sont les principaux qu'on retrouve, mais également sur un panel de gènes de prédisposition qui comporte environ une grosse dizaine de gènes. En termes de prédisposition génétique, c'est surtout ça qu'on peut chercher. Alors, oui, concernant les cancers du sein, en général, donc, quand il n'y a pas de prédisposition héréditaire, on peut retrouver des gènes qui sont mutés et qui expliquent que la cellule est devenue cancéreuse. Donc la plupart du temps, on peut retrouver la cellule TP53, donc cette mutation de ce gène, elle est présente vraiment dans de nombreux cancers et pas simplement le cancer du sein. Ces mutations en général, ça peut être des mutations ESR1, qui sont des mutations sur le récepteur en fait aux hormones, ce qui fait que le traitement hormonal n'est plus efficace. On peut également avoir des mutations sur le gène PIK3CA, qui est donc plutôt une enzyme qui est intracellulaire et qui va activer tout ce qui est les voies de réplication, de croissance cellulaire dans le cadre du cancer. Voilà, donc pour ces deux mutations, on va dire un peu les principales que l'on retrouve, souvent on les recherche soit sur la biopsie de la métastase, ou en tout cas de la récidive, ou on peut également faire des prises de sang pour rechercher la mutation au niveau sanguin. Et actuellement, on n'a pas de traitement disponible en France pour cibler ces deux anomalies, mais il y a beaucoup de recherches en ce moment, beaucoup de médicaments qui sont en développement et beaucoup d'essais cliniques dans lesquels on peut, et parce qu'on doit inclure nos patients pour qu'elles aient accès aux médicaments ciblés contre ces mutations de résistance. Alors, pour ce qui est, alors du coup, globalement, donc pour les mutations BRCA1 ou 2, nous avons des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de PARP, qui ont actuellement une autorisation de mise sur le marché. Donc on a deux médicaments principaux, un qui s'appelle l'olaparib, un qui s'appelle le talazoparib. Ces deux médicaments n'ont pas toutes les mêmes AMM, mais bon, souvent ça se recoupe. Globalement, on peut donner ce type de médicament soit lors de la prise en charge localisée d'un cancer, si la tumeur était à haut risque, et on peut aussi donner ce médicament lorsqu'il y a des métastases, en phase métastatique, pour traiter le cancer. Donc ça c'est pour ce qui est mutation BRCA1, BRCA2, et ça c'est quel que soit le statut hormonal, quel que soit est-ce que la tumeur exprime ou pas les récepteurs aux hormones, et ça se fait en monothérapie.
Après, pour les autres mutations, donc notamment ESR1 et PIK3CA, donc ça, quand même, c'est relié au cancer du sein, récepteur hormonopositif. Donc en fait, les traitements, pour l'instant, on n'a pas de traitement validé disponible, mais ce qui est en cours de recherche, c'est globalement des nouvelles générations d'hormonothérapie qui contournent la mutation ESR1 pour de nouveau être actifs malgré cette mutation, et des thérapies ciblées orales qui ciblent PIK3CA. Alors pour ESR1, on peut par exemple évoquer tout ce qui est la catégorie des SERD, comme par exemple l'élacestran, girdestran, enfin voilà, ça, il y a vraiment plein de molécules de la même classe qui sont en cours de développement. Ensuite, pour la mutation PIK3CA, surtout des thérapies orales, par exemple comme il y a l'alpélisib qui avait eu des résultats finalement plutôt encourageants, mais pour lequel malheureusement on n'a pas eu de remboursement, en France en tout cas, donc on n'a pas accès aux médicaments, mais donc il y a d'autres molécules un peu du même type qui sont aussi en train de se développer, et souvent en combinaison, soit avec de l'hormonothérapie, soit avec de la chimiothérapie. Alors globalement, pour avoir en gros les recherches les plus larges en termes de biologie moléculaire, le mieux, on va dire, c'est de le faire sur tissu, parce que pour l'instant, c'est là où on peut faire le plus d'analyses différentes et donc avoir quelque chose de plus complet. Donc, il y a par exemple l'analyse Oragène, qui est un programme qui permet de faire une analyse sur tout le génome, mais qui est réservé plutôt aux cancers rares, donc plutôt les formes triple négatives ou chez les patients vraiment très jeunes. Et après, on fait la biologie moléculaire sur la tumeur par NGS. En général, ce qu'on peut retrouver, donc ce sont ces mutations-là. On peut retrouver également parfois un TMB, une charge mutationnelle qui peut être assez élevée. Alors c'est pas fréquent dans le cancer du sein, mais ça peut se retrouver. On peut parfois également rechercher des fusions avec des gènes qui peuvent être HER2 ou d'autres pour lesquels on peut avoir un traitement ciblé. Malheureusement, on n'a pas, à part les quelques mutations dont je vous ai parlé avant, il n'y a pas d'autres grandes mutations. Enfin, il n'y a pas, à chaque fois ce sont vraiment des mutations de faible probabilité. Mais voilà, 1 plus 1 plus 1 plus 1, à la fin, ça peut faire quand même qu'on peut proposer globalement plus de traitements à nos patientes. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour ouvrir plus de portes pour les traitements. Donc principalement c'est ça. Et après, maintenant il y a aussi quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant. Donc ce qui est intéressant, notamment quand par exemple on n'a pas beaucoup de biopsies, enfin de matériel tumoral disponible, ou par exemple quand ce sont que des biopsies osseuses, qui en fait sont plus difficiles à analyser en biologie moléculaire. Donc ça a cet avantage-là, et ça a l'avantage aussi d'avoir un peu une vision en direct de ce qui se passe au niveau des cellules cancéreuses qui progressent. Donc on a au niveau sanguin, on cherche surtout en général les mutations, et on peut avoir un peu aussi les transcrits de fusion. Voilà, et donc ce qui est pas intéressant, c'est de le faire par exemple lors d'une progression après une première ligne d'hormonothérapie, pour justement voir est-ce que ces mutations de résistance sont apparues. On peut retrouver le BRCA 1 et 2 qui parfois on ne retrouve pas au niveau familial, mais en fait qui existe, et qui permet aussi de fournir les inhibiteurs de PARP aux patients, bien qu'elle n'ait pas la mutation, mais ça du coup c'est plutôt dans le cadre d'essais cliniques. Voilà, principalement en termes de traitement. Alors, en général, quand c'est au stade localisé, il n'y a pas vraiment d'analyses génétiques qui sont réalisées, sauf si on a une histoire familiale qui peut évoquer une mutation héréditaire du gène BRCA1, BRCA2 ou des autres. Voilà, une histoire familiale assez importante, ou un âge très jeune, ou des types histologiques particuliers qui peuvent guider en disant peut-être qu'il y a une prédisposition génétique avant. Mais globalement, au niveau localisé, hors essai clinique, ça se limite à ça. Au stade métastatique, globalement, on a tendance à on essaie de faire une analyse génétique tumorale, des diagnostics, pour avoir déjà pour la suite des stratégies de traitement ou d'essais cliniques pour inclure les patients et leur donner accès à de nouveaux traitements. Et souvent ce qu'on recommande, c'est à la progression, surtout pour les patientes qui ont des cancers du sein récepteurs hormonopositifs, de refaire un ADN tumoral circulant pour justement voir est-ce que des mutations de résistance sont apparues. Après, pour ce qui peut aussi arriver, c'est que parfois, par exemple, un cancer du sein qui peut être récepteur hormonopositif, en fait, devient, par exemple, triple négatif ou HER2 amplifié. Donc ça peut être aussi intéressant de rebiopsier à la progression pour voir est-ce que finalement le phénotype du cancer n'a pas changé, parce que s'il change, on peut aussi, du coup, ça change vraiment la stratégie de traitement. Et je pense que c'est important de screener nos patientes, que ce soit en tumoral ou en sanguin. Il faut inclure nos patients dans les essais cliniques, parce que vraiment, on a quand même des résultats pour dire que les thérapies ciblées
Sur la bonne altération moléculaire, ça fonctionne, mais voilà, pour ça, il faut avoir le médicament disponible, l'essai clinique, et puis après, du coup, on espère à la fin le médicament disponible pour pouvoir le prescrire plus largement. Parfait. Merci beaucoup, Élise. Merci.